Bonjour et bienvenue au show Les Aventures Marketing. Je suis Marie Plamondon, votre animatrice. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient souvent en copywriting. Est-ce que c'est mieux d'être original ou clair? C'est parti! Sérieusement, je compte plus le nombre de fois que les gens me disent « j'ai besoin d'avoir des phrases originales ». Puis généralement, ces personnes-là voient, par exemple, une publicité où est-ce qu'il y a un jeu de mots qui est utilisé, puis là, ils vont se dire « c'est vraiment une bonne publicité ». Et malheureusement, ces personnes-là comprennent mal le rôle du copywriting. Si on se ramène vraiment à la base, le copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le rôle du copywriting? Le copywriting, ça sert à une chose, c'est persuader les gens. Donc, le rôle du copywriting, ce n'est pas de divertir les gens. Oui, ça se peut que dans un certain message, les gens se sentent divertis. Généralement, ça va plus être qu'ils se sentent interpellés. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser le copywriting qui est super efficace, où est-ce qu'on va aller parler de la réalité, justement, de notre public cible, nos clients idéaux. On parle de leur réalité, généralement dans leurs mots, ou en tout cas des mots qu'ils se diraient eux-mêmes dans leur tête. C'est comme ça, généralement, qu'on est capable de créer, justement, des éléments de copywriting, des textes, de la copie, qui vont vraiment donner un résultat fort auprès de notre clientèle cible. Donc, quand vous voyez une publicité où est-ce qu'il y a un slogan qui utilise un jeu de mots, ça veut pas dire que c'est une bonne publicité parce que le jeu de mots est bon. Vous pouvez regarder quand vous vous promenez en voiture, donc sur les panneaux d'autoroute, vous pouvez regarder qu'est-ce qui est là. Je vous dirais que 90% du temps, c'est des textes qui, selon moi, on est allé chercher un petit peu trop d'originalité, si on veut, puis là, j'ai de la difficulté à dire si c'est vraiment le terme que je veux utiliser, dans le sens que il y a une façon de présenter les choses où est-ce que ça va être une façon différente. Donc, on pourrait dire que c'est de l'originalité. Mais il y a aussi la créativité. Puis, dépendamment comment les gens voient ça, généralement, quand ils disent « je veux avoir des phrases originales », c'est qu'ils veulent avoir des phrases avec des jeux de mots, des phrases où est-ce qu'en la voyant, on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, puis en réfléchissant, on est comme, ou même en demandant à la personne directement, qu'est-ce que ça veut dire, là, on est comme, ah oui, ok, ça fait lien, c'est une façon originale de le présenter. Mais par contre, en faisant ça, on oublie un concept super important du copywriting, du marketing en général et de la communication en général, c'est que ça vaut mieux c'est mieux en fait d'être clair, que le message soit simple, que la personne ait besoin de réfléchir. Donc, juste pour vous montrer un exemple de comment est-ce que l'originalité d'une publicité ou même sa créativité, peu importe le terme que vous voulez utiliser, je pense que vous comprenez mieux maintenant qu'est-ce que je veux dire par originalité, créativité. Si vous avez à penser à la meilleure publicité télévisuelle, disons donc à la télévision, que vous avez vue dans la dernière année, la publicité que vous avez le plus aimée, ça serait laquelle? Et si je vous demandais de dire c'est qui l'annonceur de cette publicité-là, est-ce que vous seriez en mesure de me dire ce que c'est? Comme l'annonceur, c'est qui? Puis même le produit qui était mis de l'avant, qui était vendu. Généralement, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les publicités qui sont créatives, originales et tout ça, oui, vont divertir l'audience, les gens qui regardent la télévision. Donc, même souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que la publicité vient comme dans le milieu culturel, si on veut, dans le sens que les gens vont commencer à en parler entre eux. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ont de la difficulté à faire le lien entre la publicité et l'annonceur. Puis ça, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Puis là, on parle de publicité à la télévision. Donc, évidemment, vous allez me dire, oui, mais Marie, j'ai pas les moyens de faire de la publicité à la télévision. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est vrai que si vous êtes une petite entreprise d'1 à 4 personnes, je vous dirais de ne pas considérer la publicité à la télévision, mais quand même, on voit la même chose sur Facebook, sur Instagram, c'est juste que généralement, c'est beaucoup plus simple de présenter ou de vous demander de réfléchir à des publicités qui vous ont marqué, que vous vous souvenez que vous avez aimé à la télévision, étant donné que généralement, elles sont répétées. C'est souvent les mêmes annonceurs aussi, surtout au Québec. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à ça. Donc, si vous vous souvenez de l'annonceur, dans le fond, qui a payé pour faire la publicité que vous avez le plus adoré,
est-ce que vous vous souvenez du message ou est-ce que c'est plutôt la mise en scène que vous vous souvenez? Parce que ça, c'est une autre chose. J'ai travaillé sur différents mandats de publicité, différents types de publicité, puis une publicité que j'ai faite dans la dernière année, c'était une publicité radio. Puis, je travaillais avec une agence et donc, ce n'est pas moi qui colle les shots et puis, je faisais plus de l'exécution. Donc, je devais rédiger, dans le fond, conception, rédaction, c'est ce qu'on appelle dans le jargon. Conception veut dire qu'on crée un concept publicitaire, donc c'est quoi l'idée derrière, puis ensuite, rédaction, évidemment, on met ça de façon concrète, donc qu'est-ce que les gens vont dire dans la publicité radio. Et puis, le client avait demandé d'avoir justement un concept, dans le sens qu'il voulait pas que ce soit informatif, ce qui est correct, puis même souvent mieux, parce que si c'est juste informatif, souvent c'est plate. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un spot de 30 secondes, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour créer un concept, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe et tout ça, on a besoin d'un certain nombre de temps, de secondes dans ce cas-ci. Et puis finalement, à la fin, il reste peu de temps pour parler de l'annonceur. Donc tout ça pour dire, faites attention et essayez de voir justement les publicités que vous voyez. Est-ce que premièrement, vous comprenez le message, first of all, et aussi, est-ce que vous êtes capable de vous souvenir de l'annonceur? Maintenant, on va faire la distinction entre un message original et un message clair. Un message original, ou en tout cas le terme original selon le Larousse, ça voudrait dire qui se distingue du commun, qui sort de l'ordinaire. Puis vous le savez, je le répète régulièrement, la meilleure façon de vous démarquer de votre concurrence, vraiment de faire en sorte que vous ne soyez plus même associé à ces gens-là et comparé à ces gens-là, c'est vraiment de créer un positionnement et un message qui est clair et unique à vous. Donc là-dessus, on est d'accord pour l'originalité. C'est juste que je veux quand même préciser c'est quoi le type d'originalité. Et un message clair, donc clair, qu'est-ce que ça veut dire selon le Larousse, encore une fois? Ça veut dire qui est parfaitement intelligible, sans ambiguïté, qui se comprend, oui, aisément, ou qui s'exprime ainsi et qui se fait comprendre. Là, Larousse, là, pour clair, il me semble que c'est une définition comme peu claire, dans le sens qu'on a utilisé énormément de mots pour dire finalement quelque chose de relativement simple. Mais bon, je ne vais pas partir en guerre contre Larousse. Est-ce qu'on devrait viser original ou clair? L'idéal, c'est vraiment d'avoir un mélange des deux, donc un message qui est différent de celui des autres et qui est clair également, donc qui est facilement compris. Par contre, quand on a à choisir entre une option, donc une déclinaison des fois du message ou une option, une idée du message, entre l'originalité et la clarté, je vous dirais d'y aller toujours avec la clarté d'abord, du moins d'un point de vue marketing. Je vais vous présenter quelques exemples de messages clairs, contre-intuitifs qui ont fait des millions de dollars. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a besoin d'aller chercher un message qui sort de l'ordinaire, qui a été réfléchi pendant des semaines et des semaines. On a fait plein de comités, plein de brainstorm sessions. Puis finalement, ça nous a pris une éternité pour créer quelque chose qui est compris à l'interne, donc à l'intérieur de l'entreprise, mais qui n'est pas compris ou qui est mal compris, une autre option aussi, qui est mal compris de l'externe, c'est-à-dire les prospects et les clients. Puis c'est souvent quelque chose qui arrive, puis je le comprends, c'est normal à quelque part parce que vous êtes tellement à l'intérieur de votre entreprise que vous pensez à l'intérieur de votre entreprise. Donc, vous pensez aux services que vous offrez, à votre expertise et tout ça, puis là, vous dites comment est-ce que je peux communiquer ça à l'extérieur. Par contre, quand vous partez plutôt de l'externe, donc de vos prospects et de vos clients, vous êtes capable de dire, OK, les messages qui sont véhiculés présentement, que ce soit par vous, que ce soit par la concurrence, par une industrie similaire complémentaire, c'est quoi les messages que mon audience voit présentement? Puis en voyant justement, en constatant c'est quoi les messages auxquels sont exposés vos clients idéaux, idéalement quelque chose que vous auriez défini. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous dirais de regarder ou d'écouter la vidéo ou l'épisode précédent de podcast. On en parlait à l'intérieur de ça, donc je vais mettre un lien quelque part. Mais c'est ça, en ayant en tête vos clients idéaux, vous êtes capable de vraiment voir dans leur tête
c'est quoi les espaces qui sont déjà occupés. Donc ça, on va en parler aussi dans d'autres épisodes où est-ce que je parle de positionnement, parce que dans le fond, quand on fait un positionnement, dépendamment à qui vous entendez par rapport à ça, il y a différentes façons de le présenter, mais en gros, vous pouvez voir ça comme le mental, dans le fond, de votre client idéal dans sa tête. Toutes les options qui s'offrent à cette personne-là. Il va devoir les placer à différents endroits dans une espèce de carte mentale, si on veut. Puis là, il va se dire, OK, si je veux avoir tel type de service et je veux de la rapidité, j'y vais avec telle option. Si je veux plutôt une autre option avec de la sécurité, je vais vous donner un exemple concret, peut-être ça va aider, là. Si vous voulez envoyer un colis, vous avez un colis d'une valeur comme inestimable, je sais pas moi, une bague que vous voulez envoyer à quelqu'un, ça part de Québec et vous voulez l'envoyer à Vancouver, exemple. Donc, vous avez différentes options pour le transport, pour le service de transport et de livraison de cette dite bague. Donc, vous pourriez l'envoyer par Post Canada. Donc, c'est probablement le service le moins sécuritaire, le moins rapide, mais probablement le moins cher. Vous pourriez y aller avec un service comme FedEx. Il y a différents services qui vous offrent des options vraiment de sécurité. Vous avez des assurances, des trucs comme ça. Il y a différents services pour la rapidité aussi. Donc, vous voyez, ça peut être sensiblement le même service, mais il y a différents qualificatifs associés aux différentes options. Et donc, dans la tête de la personne, elle se dit, bon, est-ce que j'ai besoin que ce soit rapide? Dans ce cas-ci, peut-être que ça ne dérange pas. Est-ce que j'ai besoin que le service soit très sécuritaire? Dans ce cas-ci, étant donné que si c'est une bague de valeur, évidemment, la personne va se dire, oui, j'ai vraiment besoin que ce soit sécuritaire, donc ça peut être son critère numéro 1. Puis là, dans sa tête, va dire, bon, pour le critère numéro 1, le service, l'entreprise qui peut m'offrir ça, c'est FedEx, par exemple. Puis là, je dis FedEx, c'est peut-être même pas le cas. Il y a probablement d'autres options. Je n'ai pas fait cette dite recherche et je n'ai pas envoyé de bagues de grande valeur par la poste, mais vous voyez le genre. Donc, premier exemple, c'est pour la location de voitures et c'est pour Avi. Avi is only number 2 in rent-a-cars. So why go with us? We try harder. Donc, vous voyez ici, c'est contre-intuitif parce qu'on dit justement directement dans le slogan, directement dans le message que l'entreprise est numéro 2. Puis là, c'est comme, OK, vous allez vraiment mettre ça de l'avant. Puis ça montre certaines choses, justement, de le dire. Premièrement, ça montre que l'entreprise est honnête, tout simplement, ce qui est une excellente valeur qu'on retrouve peu. Ça ne veut pas dire qu'ils respectent nécessairement cette valeur-là ou qu'ils la mettent réellement de l'avant. On s'entend, c'est un slogan. C'est une promesse. Malheureusement, certaines entreprises ne respectent pas leurs promesses, mais du moins, c'est ça leur positionnement. Et la suite de la chose, dans le fond, parce que là, après avoir lu ça, justement, que c'est l'entreprise numéro 2, les gens vont dire « Pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir? » Alors, parce qu'ils font plus d'efforts. Ils essaient plus, ils font plus d'efforts. Donc, c'est pour ça qu'on devrait aller avec eux parce que leur promesse, à quelque part, c'est un peu par rapport au service à la clientèle où est-ce qu'ils vont essayer, ils vont faire plus d'efforts justement pour nous satisfaire. Donc, ça, c'est leur positionnement. Ensuite, 7-Up, c'est le non-cola. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont positionné. Ils n'ont pas essayé de le positionner comme étant une alternative à Pepsi et Coca-Cola. C'est vraiment le non-cola. Donc, c'est une autre catégorie à part. Puis, c'est la façon qu'ils ont été capables de se différencier puis aussi à faire en sorte d'avoir des ventes, évidemment. Maintenant, justement, parlant de Coca-Cola, ils ont fait une campagne publicitaire où est-ce que le slogan était « The Real Thing ». C'est très axé contre Pepsi, dans le sens que Pepsi et Coca-Cola se rivalisent énormément, souvent un petit peu de la même façon. Faut dire, au Québec, on a vécu autre chose avec Pepsi, avec ici, c'est Pepsi. Parce que si je ne m'abuse, puis ça, je l'ai appris quand j'étais à l'université, donc ça se peut que ça ait changé depuis. Pepsi était numéro 1 au Québec. Je ne sais pas si c'est au Canada, je pense que c'est vraiment au Québec.
comme numéro 1 et ensuite c'était Coca-Cola. Mais ici, c'est vraiment pour les États-Unis, donc The Real Thing. Juste en disant ça, les gens allaient se dire oui, effectivement, moi je veux vraiment acheter la vraie marque, ceux qui ont commencé ça et tout ça, la marque reconnue, je veux vraiment y aller avec ça pour une tranquillité d'esprit majoritairement. Ensuite, un autre exemple de Volkswagen, la façon qu'ils ont percé, maintenant c'est moins vrai en fait, mais au départ, le positionnement qui leur a permis justement d'être sur la map, c'était Think Small. Puis c'est ça qu'ils avaient utilisé pour une publicité imprimée pour la Beetle, qui était justement une petite voiture comparativement aux autres voitures qui étaient mises sur le marché par les autres constructeurs. Puis c'était leur façon de se distinguer aussi. Un autre exemple que vous connaissez probablement, The Nighttime Cold Medicine. Savez-vous c'est qui? Quelle entreprise? NyQuil. Donc, NyQuil avait la possibilité de dire on va faire comme les autres. Nous sommes un sirop, dans le fond, pour la toux. Et les gens peuvent utiliser notre produit autant le jour, le soir, la nuit, tout ça. Puis finalement, a décidé de se positionner comme le Nighttime Cold Medicine. Donc, pas juste le Cold Medicine, mais bien le Nighttime. Donc, ils ont décidé de se différencier justement des autres options de cette façon-là. Donc, évidemment, si vous avez besoin de prendre quelque chose pour la toux, avant d'aller faire dodo, donc le soir, à qui est-ce que vous allez penser? NyQuil. Puis là, il faut dire, ça fait vraiment plusieurs années où est-ce qu'on vit dans un monde où il y a de la surconsommation, mais il y a surtout de la surcommunication. Puis là, à un moment donné, on a beau trouver des façons de penser plus rapidement, d'analyser plus rapidement. Je veux dire, à un moment donné, on est limité dans notre capacité d'analyser justement des messages. Donc, le fait de simplifier nos messages pour qu'ils soient le plus clairs possible, c'est vraiment aider nos clients idéaux. C'est les aider à mieux nous entendre et à nous choisir. Si vous appréciez le podcast, merci de prendre 2 minutes pour partager avec les gens que vous connaissez en faisant une capture d'écran et en me taguant @marketing par Marie ou tout simplement en laissant un avis, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode où on va simplifier votre marketing. Bonne semaine!